Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire endométriose et adénomiose, hashtag 1 sur 10. Et si c'était moi? C'est un webinaire destiné aux patientes. Avant de vous présenter un peu plus en détail le concept de ce webinaire, je souhaite adresser et c'est là au nom de tous, quelques remerciements aux différents acteurs clés déterminants pour l'organisation et le succès de cet événement. Tout d'abord, le laboratoire Merck, et en particulier Madame Castello-Brido, Madame Paillet, mais également Claire et Lise pour tout leur support logistique, organisationnel, mais aussi leur rôle moteur de la création de ces webinaires. Puis, Endo-France et la présidente qui, depuis de nombreuses années, accompagne les femmes de leur combat contre l'endométriose, et c'est là avec grande rigueur et énergie. Je remercie également tous les intervenants, tous très investis de l'accompagnement des patientes qui souffrent d'endométriose, qui sont tous très occupés de leur quotidien et qui ont su pourtant se libérer pour ce moment d'échange. Enfin, je remercie tous les participants et parce que vous avez répondu présent en un grand nombre et cela permettra sûrement d'alimenter les discussions dans le but d'une peut-être meilleure prise en charge de l'endométriose. Et pour information, 485 personnes sont actuellement inscrites à ce webinaire. Alors, nous avons voulu créer un moment privilégié d'échange entre les professionnels et les patientes au décours des 4 webinaires dédiés à l'endométriose et l'adénomiose. Alors que vous le savez tous, c'est une pathologie qui touche 10% des femmes responsables de douleurs, parfois de difficultés à concevoir et qui altère significativement la vie des femmes, tant de leur sphère personnelle que professionnelle et sociale. 4 webinaires différents qui se focalisent sur 4 aspects différents. Ce premier webinaire, plutôt conçu comme un webinaire introductif, plutôt centré sur le diagnostic et la stratégie thérapeutique, avec toutes les innovations qui existent dans ces domaines. Puis un deuxième webinaire en mars prochain autour de la prise en charge et l'accompagnement en cas de douleur. Un troisième webinaire en juin autour de l'adolescence et la ménopause, avec toutes leurs spécificités. Et enfin, un 4e webinaire en novembre 2023 autour du désir d'enfant. Avant de lancer le premier webinaire hashtag 1 sur 10 et si c'était moi, nous allons tous nous présenter les uns après les autres dans un ordre parfaitement aléatoire qu'on a décidé ensemble auparavant. Et je vais commencer avec moi-même, Pietro Santulli. Je suis gynécologue obstétricien. Je dirige l'unité fonctionnelle de médecine de la reproduction à l'hôpital Cochin-Port-Royal, dans un service plus ample qui est dirigé par le professeur Charles Chaperon et à qui je laisse la parole. Merci Pietro. Donc, je suis le docteur Charles Chaperon, je dirige le service de gynécologie à l'hôpital Cochin, comme l'a dit Pietro. Et depuis une quinzaine d'années, nous avons, tant en clinique qu'en recherche, un investissement tout particulier dans la compréhension de cette maladie compliquée qui est l'endométriose, plus ou moins associée à l'adénomiose. Et alors, avec deux gynécologues, comme vous allez le voir dans les suites du webinaire, ont besoin d'un radiologue. Donc, je laisse le docteur Anne-Élodie Milicher-Belaïch se présenter. Bonsoir à tous, moi je suis ravie de participer à ce webinaire. Donc je suis radiologue, donc je travaille depuis maintenant longtemps avec le service du professeur Chaperon et je suis radiologue à Paris, MPC Bachemont, IFEN. Et puis, gynécologues, radiologues ont également besoin de sages-femmes pour être au plus près des patientes. Et donc, je passe également la parole à Madame Alexandra Benoît. Merci Pietro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis sage-femme et docteur en santé publique et je travaille dans le service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et puis, nous avons avec nous Madame Yasmine Kando.
à qui je laisse également la parole. Merci Pietro. Donc effectivement, je suis Yasmine Kando, présidente de l'association Endo-France. En quelques mots et surtout en quelques chiffres, je voulais vous présenter Endo-France. D'abord, nos missions: soutenir, informer, agir. Vous soutenir, vous, personnes atteintes d'endométriose, mais aussi votre entourage. Informer le public sur la maladie, c'est ce que nous allons faire ce soir. Et puis, agir avec les professionnels de santé et les pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins. Endo-France, c'est 120 bénévoles répartis sur toute la France qui, chaque année, organisent entre 300 et 400 événements, à la fois en présentiel mais aussi en visio, pour informer le public. Nous avons 2781 adhérents à jour de cotisation et chaque année, nous traitons 50 000 mails, entre 49 000 et 50 000 mails, ce qui est énorme. Des mails de demande d'explication de la maladie, des mails d'information, des mails de demande de soutien, et des mails de demande d'orientation vers les médecins, les professionnels qui pourront aider à prendre en charge l'endométriose. À la fin de cette année, nous aurons atteint les 300 000 € versés à des équipes médicales qui travaillent sur la recherche, tant la recherche fondamentale que la recherche clinique. Et enfin, pour terminer la présentation d'Endo-France, nous avons publié 2 livres. Le premier, c'est « Idées reçues sur l'endométriose » que j'ai eu l'immense honneur et le plaisir de co-diriger avec le professeur Chaperon. Et puis le deuxième, c'est « L'endométriose de Clara ». C'est un format graphique, une BD, qui est destinée aux adolescentes, mais aussi à leurs parents, de façon à les informer sur les symptômes de l'endométriose. Donc ce soir, nous sommes ensemble pour une petite heure et demie, 2 heures, pour vous parler d'endométriose. C'est un webinaire, comme l'a dit Pietro, qui lance une série d'autres interventions qui vont arriver en 2023. Et il nous semblait important de démarrer le tout premier avec, bien sûr, une notion de ce qu'est l'endométriose, vous rappeler ce qu'est l'endométriose et comment on en fait le diagnostic et quelle est la prise en charge. Alors, avant de débuter, je voudrais vous donner les modalités pour poser des questions. Vous avez en bas un onglet Q&R, questions et réponses. Donc, c'est dans cet onglet que vous pouvez poser vos questions par écrit. Et Cindy et Ségolène vous apporteront des éléments de réponse. Et bien sûr, nous transférerons les questions que je pourrai poser avec Pietro, que nous pourrons attribuer aux intervenants pour qu'ils vous apportent les réponses. Par ailleurs, nous allons faire notre possible, vous êtes très nombreux ce soir, nous allons faire notre possible pour répondre à toutes les questions. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais on ne répondait pas, n'oubliez pas que vous pouvez écrire à nos bénévoles via le site internet pour poser toutes les questions et demander toutes les orientations possibles dont vous avez besoin. Alors, pour lancer ce webinaire, je voulais d'abord commencer par parler du diagnostic. Nous avons publié en janvier 2020 une enquête qui s'appelle Endovie, à laquelle nous avions contribué aux côtés de Ipsos et du laboratoire Gédéon Richter. Et cette enquête a interrogé 1557 femmes et elles disaient toutes, voilà, la moyenne était vraiment là. Il se passe réellement 7 ans entre le premier symptôme d'endométriose et la prise en charge. 7 ans pour poser un diagnostic. D'autres études actuellement parlent même de 10 ans en moyenne. Et en tout cas, c'est ce que nous confirme Cindy qui va témoigner dans cette petite vidéo que nous vous présentons. Je m'appelle Cindy, j'ai 31 ans, je suis atteinte d'endométriose et diagnostiquée depuis mes 27 ans, après presque 17 ans d'errance médicale. Pour moi, tout a commencé lors de mes premières règles, où j'ai eu de suite de très fortes douleurs, avec des pertes de connaissances, de nombreux séjours aux urgences, et j'ai dû louper l'école à de nombreuses reprises. On m'a toujours dit que les règles c'était très douloureux. Tous les médecins que j'ai pu rencontrer ont tenu ce discours. Jamais aucun d'entre eux n'a fait le rapprochement entre mes malaises, mes douleurs, mes règles. Du coup, lorsque j'ai eu 19 ans et que j'ai vu ma première gynécologue, je n'ai pas été surprise en fait de l'entendre tenir ce même discours en me disant que toutes les femmes avaient mal au ventre, qu'il fallait juste serrer les dents et que c'était comme ça. Donc elle m'a mis sous pilule en me disant que la pilule allait vraiment apaiser mes douleurs de règles
et que ça ne serait plus jamais comme avant. Donc lorsque je l'ai vue l'année d'après, je lui ai précisé que mes douleurs étaient toujours présentes, très très présentes, et que la pilule n'avait rien du tout calmé. Elle m'a dit que j'étais une chochotte, que la douleur était dans ma tête et qu'il fallait que je serre les dents. Durant plusieurs années, j'ai eu affaire à de nombreux gynécologues qui m'ont tous tenu le même discours. J'ai changé plusieurs fois de pilule, plusieurs fois de gynécologue, et ils m'ont tous dit que la douleur était normale. Jusqu'à mes 26 ans, où là, j'ai rencontré une énième gynécologue, la 6e au total, en seulement 6 ans. La 6e qui, elle, pour le coup, m'a dit que la douleur n'était pas normale. Elle m'a parlé d'endométriose, chose que je n'avais jamais entendu parler auparavant. Elle m'a envoyé faire une IRM et on a découvert que j'étais atteinte d'endométriose à mes 27 ans. Ce qui, du coup, a été un grand soulagement pour moi, car je me suis dit que, pour le coup, on avait trouvé un mot à mettre sur mes mots. Merci Cindy pour ce témoignage et cette vidéo. Voilà, 17 ans pour poser le diagnostic. Heureusement, les choses vont tendre à diminuer parce que nous avons maintenant une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui est mise en place et des filières de soins qui s'organisent un peu partout pour justement éviter cette errance médicale. Et bien évidemment, la clé de tout ça, c'est la formation des médecins. Je vais maintenant me tourner vers nos experts. Alors, Professeur Chaperon, qu'est-ce qui rend l'endométriose si particulière et qu'est-ce qui fait qu'on mette autant de temps à la diagnostiquer? Et ensuite, Anne-Élodie, pourquoi et comment, enfin comment surtout, pas pourquoi, mais comment diagnostique-t-on l'endométriose aujourd'hui? Peut-être Professeur Chaperon? Merci Yasmine. Donc, pourquoi le diagnostic est si compliqué? Le diagnostic, il est compliqué parce que finalement, mis à part la situation donc, de l'infertilité, le maître symptôme de l'endométriose, c'est la douleur. Et la douleur, c'est quelque chose d'excessivement banal. C'est pas parce que vous êtes une femme et que vous avez mal que c'est forcément d'origine gynécologique, et c'est pas parce que vous avez une douleur pelvienne qu'elle est obligatoirement de nature endométriosique. Donc tout le challenge du médecin, c'est d'être capable, à partir d'un symptôme excessivement banal, un motif de consultation tout à fait commun, de rattacher cette douleur, dont on a vu avec le témoignage de Cindy qu'elle peut être excessivement invalidante, à une endométriose. Alors, comment faire? C'est difficile de comprendre l'endométriose sans intégrer la théorie de la régurgitation, c'est-à-dire le reflux menstruel dans la cavité abdominopelvienne avec une implantation des cellules endométriales. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une maladie qui est hétérogène, c'est-à-dire qui se présente sous différents aspects, c'est-à-dire que vous avez donc des lésions qui sont superficielles au niveau du péritoine et des lésions qui sont au niveau ovarien qu'on appelle les lésions endométriosiques, c'est-à-dire les kystes ovariens, et les lésions profondes qui pénètrent dans le péritoine. Et puis, ce dont il faut tenir compte également, c'est relativement récent, et Anne-Élodie nous l'expliquera, la possibilité pour ces lésions d'endométriose de pénétrer dans l'utérus, c'est ce qu'on appelle l'endométriose interne ou l'adénomiose. Alors, comment faire un diagnostic plus efficient en matière d'endométriose? C'est-à-dire que le premier temps de la prise en charge d'une patiente, c'est l'interrogatoire. Et vous voyez qu'on a proposé donc, dans le service, donc, sur un questionnaire relativement simple, qui repose sur l'évaluation des douleurs des patientes et un certain nombre de critères donc, de leur histoire, d'évaluer le risque d'endométriose. Vous voyez que quand ce score est faible, eh bien, les patientes sont plutôt sans endométriose et elles sont relativement bien classées dans 85% des cas. Et lorsqu'elles ont une endométriose, le score est plus élevé. Et là aussi, elles sont à 85% des cas classées comme endométriosiques. Et plus le score va être élevé, plus le risque d'endométriose, comme on le voit sur cette courbe, est important. Et l'avantage de l'interrogatoire, c'est que c'est quelque chose qui est excessivement simple. Il suffit de poser les bonnes questions, d'écouter les réponses donc, des patientes. Et à ce moment-là, on est capable de sélectionner une population de patientes à risque d'endométriose, bien évidemment à qui on va proposer de faire un examen clinique et surtout à qui, comme on va le voir, on proposera
par des praticiens référents des examens radiologiques, essentiellement les échographies par voie vaginale et l'IRM, qui vont permettre non seulement de faire le diagnostic d'endométriose, de préciser le type d'endométriose et d'avoir aussi une cartographie des lésions et de savoir s'il existe ou pas une adénomiose associée. Et ces résultats, cette stratégie est intéressante parce que les possibilités, c'est-à-dire la rentabilité, c'est-à-dire la sensibilité, la spécificité de l'échographie vaginale et de l'IRM, sous réserve de radiologues expérimentés, est excellente dans le diagnostic. Ce qui veut dire qu'on a assisté à une évolution complète en matière donc, de paradigme du traitement de l'endométriose, c'est-à-dire qu'on a été éduqué avec une nécessité d'avoir une preuve histologique de l'endométriose, c'est-à-dire une biopsie de l'endométriose, des lésions. Et aujourd'hui, il est possible, en combinant l'interrogatoire, l'examen clinique et l'imagerie, de voir qu'on va évoluer progressivement depuis un diagnostic chirurgical vers un diagnostic clinique qui va associer l'interrogatoire et l'imagerie sans chirurgie pour faire le diagnostic. Vous verrez dans la prise en charge thérapeutique que c'est une véritable révolution dans la prise en charge diagnostique des patients. Voilà. Merci beaucoup, professeur Chaperon. On va maintenant passer la parole à Anne-Élodie, justement, sur ce diagnostic. Donc, vous êtes radiologue, je le rappelle. Alors, effectivement, l'imagerie, c'est un véritable enjeu pour la prise en charge, parce qu'il va falloir faire un diagnostic initial et puis le plus précis possible pour que le gynécologue sache comment vous prendre en charge. Donc, j'attends juste mon diaporama. Donc, la première étape, comme le disait le professeur Chaperon, c'est l'échographie. Alors, je n'ai pas la main pour passer les diapositives, mais bon. La première chose, c'est qu'effectivement, le radiologue va être un peu le GPS du gynécologue, puisqu'il va faire le bilan lésionnel, sachant que tout cela est guidé. Je suis désolée, j'ai du mal à passer les diapos. Tout cela est guidé en fait par la dissémination des cellules de l'endométriose, vous savez, qui vont circuler dans la cavité abdominale et qui vont du coup aller se nicher dans plein d'endroits différents. Donc la première chose du radiologue, c'est qu'il doit connaître déjà où sont les sites de prédilection des atteintes endométriosiques. On va passer la prochaine diapo. Donc, la première étape, c'est l'échographie. Alors, on commence toujours par regarder d'abord par le ventre pour regarder notamment la vessie, voir s'il y a des atteintes vésicales, c'est la première chose. Et passons les autres diapos. L'atteinte éventuellement rénale, j'insiste, mais on sait qu'il peut y avoir des atteintes urétérales et notamment rénales. Ici, vous avez un exemple typique d'une lésion vésicale avec cette forme oblongue qui était chez une jeune patiente qui avait beaucoup d'infections urinaires en période menstruelle. On va passer les autres diapos peut-être un peu plus rapidement. Et donc, voilà une image de rein dilaté. Alors, la deuxième partie de l'examen, c'est la voie endovaginale. Ça, c'est très important. Il est très difficile de faire un bilan exhaustif de l'endométriose si on ne peut pas passer par voie endovaginale et on en rediscutera peut-être pour l'adolescent qui n'a pas eu encore de rapport. Cette voie endovaginale, elle va voir très bien les trois formes majeures d'endométriose, les kystes endométriosiques, l'endométriose profonde, l'endométriose digestive, et puis l'endométriose superficielle sera moins bien vue par l'échographie. Alors, le gros avantage de l'échographie, c'est que c'est un examen clinique extrêmement utile et qui va en fait permettre de prolonger l'examen clinique du gynécologue. On va passer les diapositives suivantes. Donc, ça va nous permettre, en fait, vous voyez, de bouger les différentes structures, les ovaires, l'utérus, pour voir si éventuellement il y a des adhérences. On va passer rapidement. Le diagnostic d'adénomiose, on a un cahier des charges à remplir un peu précis qui nous permet de mettre en évidence l'adénomiose. Et puis, vous voyez que les lésions profondes comme les atteintes digestives, on peut les voir. Ici, vous avez une forme noire là qui est cette atteinte digestive. On va continuer de passer les diapositives. Voilà. Et la deuxième étape, ce sera l'IRM pelvienne. Alors, l'IRM pelvienne, le gros avantage, c'est que ça va étendre le champ de visualisation. C'est comme si on ouvrait les rideaux un peu, on voit davantage de choses.
Ça va nous permettre de valider tout ce qui a été dit en échographie, déjà, les lésions profondes, les kystes endométriosiques, etc. C'est un examen qui fait à peu près une quinzaine à une vingtaine de minutes, qui ne demande pas de préparation très particulière et qui va permettre d'avoir donc le bilan lésionnel le plus complet possible. Alors, sur les prochaines diapositives, je vous montre quelques images de lésions. Voilà, à droite, sur l'image de droite, vous avez l'aspect typique d'adénomiose avec cette cette lésion sur la berge antérieure de l'utérus versus à gauche où l'utérus est tout à fait normal. On va continuer. On va mieux voir les lésions aussi d'endométriose parfois qui peuvent être très petites, notamment à la périphérie de l'ovaire, ces petits points blancs que l'on voit petits là, à gauche, à droite. Et puis, on va voir les lésions profondes sur les ligaments. On va passer à la planche suivante où les lésions apparaissent cette fois un peu plus en noir. Et puis, ces petits points blancs que vous voyez en bas à droite qui sont des lésions d'endométriose qu'on appelle florides, typiques, très hémorragiques. Et l'IRM nous permet d'avoir une bonne définition. On va passer rapidement aux autres diapositives. On peut voir les atteintes des ligaments hétérosacrés, qui sont ces structures qui vont de l'utérus au sacrum, qui font mal dans le dos et qui font mal pendant les rapports. On va aller à la diapositive suivante. Parfois, ça infiltre le rectum et vous voyez ici cette grosse masse noire qui est typique d'une infiltration digestive majeure et ça va nous permettre de faire un bilan pour le chirurgien éventuellement viscéral de toutes ces lésions très précisément. On va continuer. Le gros avantage de l'IRM, c'est que ça va voir les lésions un peu plus loin. Alors, vous voyez ici les lésions vésicales, le nodule que l'on voit là en avant. Et puis, si on peut voir les dernières diapos plus rapidement, les localisations nerveuses. Et ça, notamment, vous voyez ici sur l'image de droite où il y a le rond blanc, c'est une atteinte du nerf sciatique à gauche qui est liée à l'endométriose directement et qui peut donner ces douleurs extrêmement intenses qui sont souvent difficile pour la patiente à assimiler avec de l'endométriose, tellement ça n'est pas classique d'avoir une sciatique pendant les règles. On continue, et puis ces lésions encore un peu plus atypiques, que sont ces lésions diaphragmatiques, que vous voyez ici, les petits points bleus sur l'image à droite, qui sont ces atteintes de la capsule hépatique du diaphragme qui vont faire mal dans l'épaule à droite, qui vont donner des douleurs dans le haut du ventre à droite et qui se formalisent par des petits points blancs, comme vous voyez sur l'image gauche, sur l'IRM diaphragmatique. Donc ça, cette imagerie, l'IRM, va nous permettre vraiment un bilan exhaustif très complet de l'ensemble des lésions. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Élodie. Alors, on a déjà beaucoup de questions. Je vais en poser quelques-unes. Peut-être tout d'abord, professeur Chaperon, on parle beaucoup, c'est une question, je cherche le prénom de la personne qui nous l'a posée. Justine. On parle beaucoup de migration de tissus semblables à de la muqueuse utérine. À quoi cela correspond-il précisément? Oui, répétez le début de votre question, Yasmine, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. On parle souvent, pour expliquer l'endométriose, de migration de tissus semblables à la muqueuse utérine. De quoi s'agit-il? Alors, c'est ce qu'on a présenté sur une diapositive en l'appelant la théorie de la régurgitation, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'utérus est un muscle. C'est un muscle qui va se contracter pour chasser le sang au moment des règles. Il va se dilater pendant la grossesse, se contracter au moment de l'accouchement. Et quand une femme a ses règles, eh bien, l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse qui correspond en fait à des cellules d'endomètre, va desquamer et sous l'effet des contractions de l'utérus, va être chassée dans le vagin. Et comme très souvent, dans la grande majorité des cas, les trompes des patientes sont perméables, eh bien, il y a toujours un reflux dans les trompes de ce sang avec l'arrivée dans la cavité abdominopelvienne de sang au moment de la menstruation, qui n'est en fait que des cellules endométriales. Et c'est ces petites cellules qui vont s'implanter un petit peu partout dans la cavité abdominale ou pelvienne. Très bien, merci. Et une autre question, est-ce que l'on a obligatoirement adénomiose et endométriose, ou est-ce qu'on peut avoir l'un sans l'autre? Alors, on peut parfaitement avoir l'un sans l'autre. Là, aujourd'hui, les progrès de la radiologie nous montrent que l'adénomiose est beaucoup plus fréquente que ce qu'on croyait, parce qu'il y a une trentaine d'années, on faisait le diagnostic après avoir fait finalement des chirurgies qui correspondaient à enlever l'utérus.
on n'avait pas des performances aussi grandes en matière d'échographie et d'IRM. Et là, aujourd'hui, on sait qu'à peu près, que ce soit par voie vaginale ou par IRM, il y a à peu près 30% donc des femmes qui ont une adénomiose utérine, qui elle aussi est hétérogène, qui se présente sous différents aspects. Et en fait, il y a 3 groupes de patientes. Les femmes qui vont avoir une endométriose isolée, les femmes qui vont avoir une adénomiose isolée sans endométriose, et puis les femmes qui peuvent effectivement avoir les 2 pathologies associées. D'accord, merci beaucoup. Anne-Élodie, on nous demande c'est Laetitia qui nous demande s'il est vrai que les lésions inférieures à 5 mm ne se voient pas à l'IRM. Alors, ça dépend des lésions. Si Laetitia veut parler des lésions superficielles qui sont toutes petites, effectivement, on ne les voit ni à l'échographie ni à l'IRM. C'est la limite de nos examens. D'accord. Et qu'est-ce qui est recommandé? C'est d'abord l'échographie, ensuite l'IRM, ou est-ce qu'on pourrait aller directement à l'IRM? Alors, je laisserai aussi la réponse au professeur Chaperon. On commence toujours par une échographie, en tout cas c'est notre pratique et c'est ce qui est globalement recommandé pour déjà faire la part des diagnostics différentiels et puis j'espère vous avoir convaincu du fait qu'on arrive à faire des diagnostics quand même très précis en échographie quand on a un petit peu l'expérience et l'IRM qui est un examen plus difficile à réaliser parce que moins pratique, il y a moins de disponibilité, ne sera fait que dans un deuxième temps. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Anne-Élodie. Je dirais que l'IRM peut être d'une certaine façon reproductive dans la mesure où on peut interpréter à distance un CD d'IRM. Le grand avantage donc, de l'échographie, c'est qu'elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup moins onéreuse. Par contre, elle exige absolument un praticien qui est expérimenté et on voit très très bien de temps en temps des patientes qui nous racontent une histoire avec des échographies qui ne correspondent pas du tout. Et si on refait l'échographie par quelqu'un qui connaît bien la pathologie, eh bien, on peut faire un très, très bon diagnostic avec une simple échographie endovaginale sous réserve d'un praticien expérimenté. Mais ça, c'est très opérateur dépendant. Tout à fait. Est-ce que l'on peut faire en même temps une IRM pelvienne et une IRM pour voir le diaphragme? Alors, ça dépend, je dirais, de la plage de rendez-vous qui est allouée. En général, c'est ce qui se passe. On complète par des coupes diaphragmatiques dans la mesure du possible. Et si le diaphragme est atteint de manière un peu plus importante et qui nécessite un examen plus précis avec plus de séquences, à ce moment-là, on peut reprogrammer dans un deuxième temps une IRM diaphragmatique à part. Mais les deux ne se font pas en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir le bas-ventre et le haut de l'abdomen en même temps sur la même... En fait, il faut délibérément que le radiologue dise aux techniciens, aux manipulateurs, de voir le diaphragme en plus parce que ça nécessite de bouger l'antenne qu'il y a sur le ventre en IRM. Il y a une antenne qui est positionnée pour le pelvis et puis après, si on veut voir le diaphragme, il faut bouger l'antenne et il faut faire un deuxième protocole. D'accord. Et l'important, si je peux compléter, c'est que le gynécologue oriente le radiologue. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, ce n'est pas la peine de systématiquement contrôler le diaphragme. C'est des femmes qui ont des douleurs pendant la menstruation au niveau donc, de l'épaule droite. Donc, il suffit de poser cette question-là. Et si on a un petit doute, à ce moment-là, on peut le vérifier parce que ce n'est pas possible pour le radiologue de systématiquement faire des clichés diaphragmatiques. Et là, c'est là où l'interrogatoire, ce qu'on a dit tout à l'heure, est essentiel. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'en médecine, on trouve que ce qu'on cherche. Très juste. Alors, on a des questions qui sont plus, je pense que je les poserai en deuxième partie puisqu'elles concernent davantage la prise en charge, les traitements, donc ça va être juste après. En revanche, peut-être Pietro, une question pour toi qui concerne la PMA. Une personne nous demande... nous explique qu'elle a été suivie pendant de nombreuses années dans un centre de PMA spécialisé en endométriose, mais pourtant que personne n'a recherché cette cause comme étant cette maladie comme étant la cause de son infertilité. Et elle demande pourquoi il n'y a pas d'évaluation automatique au niveau de la douleur des femmes en PMA. C'est fait, non? Oui, non, mais c'est vrai que c'est une excellente question. Ça fait partie des choses qui sont plutôt recommandées à l'heure actuelle parce qu'on sait qu'effectivement, un grand pourcentage des infertilités étiquetées, entre guillemets, inexpliquées,
peuvent être en rapport avec une endométriose méconnue. Dans les études qui se concentrent sur les infertilités inexpliquées, on retrouve entre 40 et 60% d'endométriose méconnue. Donc, c'est probablement une des causes principales d'infertilité inexpliquée. Donc, l'évaluation des douleurs doit faire partie de l'exploration du couple infertile. Le piège vient plutôt des patientes qui ont une infertilité inexpliquée et qui n'ont aucun symptôme douloureux, pour lesquels le diagnostic peut être un tout petit peu parfois plus difficile. Néanmoins, l'exploration des douleurs doit faire partie de l'exploration du couple infertile. Mais voilà, ça fait partie malheureusement des cas pour lesquels parfois on se trompe de chemin. Merci Pietro. Professeur Chaperon, j'ai une question pour vous de Léna qui nous dit: la théorie de la régurgitation a été remise en question par des professeurs anglais suite à des examens montrant la présence de lésions d'endométriose chez des patientes n'ayant jamais eu de menstruation. Qu'en est-il réellement? Alors, je crois qu'il y a plusieurs théories qui peuvent expliquer l'endométriose. Alors, donc, c'est tout à fait vrai la remarque de notre auditrice. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas faire donc une théorie donc d'histoire un petit peu exceptionnelle. C'est-à-dire que la théorie de la régurgitation, elle a la chance de pouvoir donc expliquer quand même 80% donc de ce qui se passe. Mais il y a aussi d'autres hypothèses qui ont été évoquées. La possibilité, ce qu'on appelle de métaplasie, c'est-à-dire donc de cellules qui tout d'un coup vont dériver donc vers d'autres types d'organes de cellules que ceux pour quoi elles sont programmées. Il y a aussi la théorie des cellules souches, c'est-à-dire comme l'endomètre se renouvelle tous les mois, eh bien, il peut y avoir donc des cellules qui vont donc dériver. Donc, il y a plusieurs donc, hypothèses, mais globalement, peut-être que la théorie de l'implantation n'explique pas tout, mais c'est impossible de comprendre l'endométriose sans tenir compte de la menstruation. Merci beaucoup. D'ailleurs, la prise en charge thérapeutique, tout ce qu'on va dire après, va tout à fait dans ce sens-là, ce qui n'explique pas qu'il peut y avoir différentes hypothèses. Et l'hypothèse, pour compléter, qui est en train d'émerger, auquel nous, on croit beaucoup, donc à Cochin avec Pietro, c'est la théorie immunologique. C'est-à-dire que si ces cellules s'implantent après la régurgitation, certes, ça veut dire que peut-être cet endomètre est différent, et ça, on sait qu'il est différent, que les femmes qui ont une endométriose ont un endomètre différent, mais peut-être aussi que le profil immunitaire de ces femmes est un petit peu perturbé, ce qui va expliquer que ces cellules vont pouvoir proliférer, ne pas être détruites par le système immunitaire, et ce qui va dans ce sens-là, et ce qui n'élimine pas la régurgitation, c'est que les femmes qui ont l'endométriose ont un tas de pathologies auto-immunes qui sont associées, comme l'asthme, comme les allergies, comme les rectocolites hémorragiques, etc., qui ont toute une composante immunitaire. Donc, je crois que ce n'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que on ne peut pas parler d'endométriose sans régurgitation, mais il y a d'autres éléments et nous, on pense, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a plein de gens dans le monde qui travaillent sur les perturbations immunologiques en matière de physiopathologie de l'endométriose. Très bien, très clair. Merci beaucoup. Alors, on a encore quelques questions. Effectivement, on l'a déjà dit, mais je vais le répéter. Effectivement, il faut aller voir un radiologue spécialisé dans l'endométriose pour rechercher de l'endométriose. Un radiologue qui n'est pas formé ne saura pas la trouver, que ce soit par échographie ou par IRM, et quelles que soient les atteintes. Alors, en cas d'endométriose superficielle, si l'imagerie ne montre pas les lésions, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais peut-être plutôt donner la parole au professeur Chaperon. Merci Anne-Élodie. On est dans le cadre où on ne la voit pas. Non, je suis tout à fait... Donc, comme l'a dit Anne-Élodie, c'est aujourd'hui la limite de l'imagerie. Si vous êtes un bon radiologue, vous diagnostiquez les kystes endométriosiques et vous diagnostiquez les lésions d'endométriose profonde. Ça, c'est une question de formation. C'est parfaitement admis maintenant dans le monde entier. Le problème, c'est ces lésions d'endométriose superficielle. Et ça, on a montré avec Pietro, ces lésions d'endométriose superficielle pouvaient faire très mal parce qu'elles entraînent une inflammation et aussi être responsables d'une infertilité. Et là, je crois que c'est une excellente question parce que ce à quoi on a été éduqué pendant donc des années, c'est de se dire, à ce moment-là, on va faire une célioscopie pour voir ce qui se passe.
eh bien, je pense que c'est juste ce qu'il ne faut plus faire, parce que la célioscopie, ce n'est pas anodin, c'est une chirurgie, il peut y avoir des complications, même à visée diagnostique, et ce qui est préconisé aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle un test thérapeutique, c'est-à-dire justement, puisque cette maladie, elle est liée au cycle menstruel, de donner un traitement hormonal fortement bloquant de l'ovulation, donc de créer une aménorrhée pendant 2 à 3 mois, soit avec des pilules, soit avec des progestatifs, soit avec des analogues de la LHRH, et si les douleurs persistent malgré ce traitement aménorrhéique, eh bien, je pense qu'il faut aussi chercher d'autres étiologies à ces douleurs pelviennes. Et on sait qu'aujourd'hui, ces femmes, elles ont plus que dans la population générale des fibromyalgies, plus dans la population générale des syndromes du côlon irritable ou des cystites interstitielles. Et si vous n'arrivez pas de façon significative à diminuer les douleurs en bloquant la menstruation, ce n'est pas une incitation à faire une célioscopie, c'est une incitation à travailler dans une équipe multidisciplinaire avec d'autres collègues qui vont être soit des urologues, soit des gastro-entérologues, soit des gens qui sont spécialisés de la fibromyalgie. Moi, je n'ai pas honte de le dire que maintenant, connaissant ces choses-là, je trouve des fibromyalgies que je ne trouvais pas il y a ne serait-ce que quelques années. Et ce n'est pas en faisant une célioscopie que je vais traiter la fibromyalgie d'une patiente. Tout à fait. Tout à fait. Delphine nous demande, une fois que le diagnostic a été posé, est-ce qu'il est important de faire des suivis réguliers pour voir si la maladie évolue ou non? Encore une question pour moi. Ouais, désolée. Alors, non, mais c'est une excellente question parce que si ce qu'on est, je pense, honnête, je crois que personne ne connaît véritablement l'évolution de la maladie de l'endométriose. C'est une maladie qui est très, très hétérogène. Vous avez donc des femmes qui, à 20 ans, ont des lésions excessivement importantes. D'autres qui, à 35 ans, ont des lésions qui sont beaucoup moins étendues. Et quand on bloque la menstruation, finalement, il semblerait que la maladie n'évolue pas tant que ça. Donc, moi, je crois que si on a pris l'option, on en parlera tout à l'heure, d'une prise en charge médicale, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait depuis quelques années maintenant. C'est indispensable de surveiller cette maladie-là, de façon à savoir si elle est bien contrôlée par les traitements donc hormonaux ou si, dans certains cas, elle échappe et qu'il y a une progression de la maladie. Et je pense que ça, ce n'est pas parfaitement codifié au niveau international, mais nous, ce qu'on préconise avec Anne-Élodie et Pietro, c'est de faire, d'abord, interroger les patientes au moins 2 fois par an pour voir s'il y a une manifestation clinique, c'est quand même ça le plus qui va nous alerter. Et puis, au minimum, je pense que faire une échographie par un praticien référent 1 fois par an, c'est bien. Très bien, merci beaucoup. On a vraiment beaucoup de questions, mais je vois l'heure qui tourne, donc il faut aussi qu'on avance. Peut-être qu'on va continuer parce qu'il y a certainement des questions des réponses qui vont arriver dans la suite des présentations et on reviendra à la fin si toutes les questions n'ont pas trouvé des réponses. Voilà, donc je vous propose de continuer un petit peu. Alors, le 11 janvier dernier, le président de la République faisait enfin de l'endométriose un enjeu de santé publique en annonçant une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. En ce qui concerne l'accès aux soins, on attend énormément des professionnels de premier recours. Ce qu'on appelle les professionnels de premier recours, ce sont les médecins généralistes, les gynécos de ville, les gynécos médicaux et les sages-femmes. Donc, bien évidemment, nous avons Alexandra qui est là ce soir et c'est elle que je vais interroger sur comment les sages-femmes s'inscrivent-elles dans le parcours de soins gynécologiques des femmes. Alors, tout d'abord, depuis la loi Hôpital-Patient Santé-Territoire qui date de juillet 2009, en tant que sage-femme, on est maintenant autorisé à pratiquer, à l'occasion du suivi gynécologique de prévention des femmes, l'ensemble des actes cliniques et techniques qui sont nécessaires au suivi et à la surveillance des situations qu'on appelle physiologiques et au dépistage des pathologies. Donc, ça veut dire que dès l'adolescence, les femmes peuvent consulter une sage-femme, qu'elles aient eu ou non des enfants, pour pouvoir bénéficier de cette consultation de gynécologie de prévention. Maintenant, les jeunes femmes de moins de 26 ans peuvent même bénéficier gratuitement d'une consultation qu'on appelle de santé sexuelle, de contraception et de prévention. Cette consultation, elle peut être aussi réalisée par les sages-femmes et ça peut être un moment un peu privilégié
pour être à l'écoute d'une symptomatologie douloureuse ou des troubles du cycle, par exemple. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroule une consultation gynécologique justement avec une sage-femme dans le cadre du repérage de l'endométriose? Oui, bien sûr. Alors, lors des consultations gynécologiques de prévention, la sage-femme, elle va surtout interroger la femme, puisqu'on va être à l'écoute, comme l'a très bien dit le professeur Chaperon, on va être à l'écoute des symptômes des femmes. On sait donc que l'endométriose, c'est une maladie dont les symptômes peuvent varier d'une femme à l'autre. On a vu que le principal symptôme, c'était les douleurs pendant les règles, qu'on appelle donc les dysménorrhées, et c'est aussi le plus précoce, on va dire, des symptômes qui apparaît. En dehors du cycle menstruel, ça peut aussi générer des douleurs du quotidien qu'on appelle des douleurs chroniques qui peuvent apparaître à l'adolescence et s'intensifier avec le temps, d'où le besoin de diagnostiquer cette endométriose le plus tôt possible. Il peut y avoir aussi, comme on a vu, des douleurs pendant les rapports qu'on appelle des dyspareunies. C'est aussi un symptôme récurrent de l'endométriose et on va chercher d'autres symptômes associés comme on a vu, troubles urinaires, digestifs, neurologiques, etc. Donc, finalement, on mène un interrogatoire qui est approfondi, orienté et qui va permettre d'évaluer la douleur de la femme, c'est-à-dire d'évaluer son intensité et puis aussi son retentissement sur sa vie au quotidien parce qu'on sait que ces douleurs, elles peuvent affecter le bien-être physique, comme on l'a vu avec Cindy, mental, sexuel, social de ces femmes et entraver fortement l'épanouissement, que ce soit dans leur vie à l'école, au travail, dans leur vie sociale. Donc, si la sage-femme, elle se retrouve face à une femme qui a une symptomatologie qui va évoquer cette endométriose, elle va mener un examen gynécologique orienté pour rechercher des signes cliniques spécifiques, qui vont essayer de conforter cette suspicion. Bien sûr, cet examen gynécologique, il est réalisé après avoir obtenu le consentement de la femme et en fonction de la symptomatologie et de ce qu'elle retrouve, elle va pouvoir prescrire, comme on l'a vu, l'examen de première intention, à savoir l'échographie abdominopelvienne pour rechercher ces lésions d'endométriose et, si besoin, instaurer un traitement de première intention. On peut aussi orienter les femmes vers des médecins ou des centres experts dans le contexte de cas complexes ou alors pour un avis chirurgical. On a aussi un rôle d'information puisque c'est important d'expliquer à une patiente chez qui on évoque de l'endométriose qu'est-ce que c'est que cette endométriose, quelles peuvent être les conséquences de cette endométriose sur sa fertilité, qu'est-ce qu'on peut proposer en prévention dans le contexte de la fertilité et on va participer aussi à ce qu'on appelle la coordination du suivi entre l'hôpital et la ville et on va collaborer avec d'autres acteurs si besoin, comme les diététiciens, les psychologues, les algologues, les kinésithérapeutes, etc. Et tout ça, bien évidemment, dans le cadre du suivi gynécologique global, on n'oublie pas le reste de l'examen, tel que le frottis, l'examen mammaire, etc. D'accord. Donc, si je résume, la sage-femme peut prescrire et réaliser une échographie pelvienne pour dépister l'endométriose. Elle peut prescrire un traitement de première intention et orienter, bien sûr, si besoin, si nécessité, vers un deuxième niveau de recours, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, la seule chose que je voudrais préciser, c'est qu'au niveau de la réalisation des échographies pelviennes, aujourd'hui, dans la stratégie nationale, ils ont noté que effectivement les sages-femmes allaient pouvoir participer aux examens échographiques de dépistage. Mais par contre, il va falloir que ce soit des sages-femmes qui soient formées parce que, comme on l'a dit, ce sont des échographies très spécifiques, ça nécessite une expertise. Donc, il va falloir avoir une formation adaptée de ces sages-femmes-là. Mais effectivement, on peut réaliser des examens échographiques gynécologiques, mais avec une formation adaptée parce que c'est extrêmement important. On ne fait pas une échographie classique lorsqu'on va chercher les lésions d'endométriose. Donc, cette stratégie, finalement, elle met un rôle primordial pour la sage-femme en tant que professionnelle de première ligne dans la formation, le diagnostic et puis l'orientation des femmes vers les professionnels compétents. Et on est donc un professionnel de santé de premier recours au même titre que les généralistes, les gynécos et les pédiatres. Très bien. Merci beaucoup.